de vraiment faire le shift vers plus du inbound, du contenu pertinent qui est présenté, personnalisé aux bonnes personnes au bon moment. Donc, c'est tout un défi. Mais aujourd'hui, il y a des façons de faire, nouvelles façons de faire, puis qui évoluent. Les plateformes aussi évoluent. Fait qu'on est dans ce virage-là. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 170 pour la première partie de la force de la culture d'entreprise avec Alexandre Lamoureux de LeadFox. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous présente LeadFox, une entreprise québécoise qui a à cœur le développement des PME au Québec. En effet, cette entreprise propose un logiciel offrant des campagnes marketing dédiées, le tout personnalisable en quelques clics. Leur équipe d'experts a déjà fait le travail pour vous. Découvrez tout leur modèle de campagne marketing en profitant de 14 jours d'essai gratuit au amiedelabel.com/leadfox, LEADFOX. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Alexandre Lamoureux, le Chief Revenue Officer chez LeadFox. Sa mission est de développer et optimiser les revenus de l'entreprise. L'entrepreneur et ancien gardien de but est revenu sur ses débuts en entrepreneuriat, son passage chez Acquisio ainsi que de l'importance de l'agilité des outils et des processus dans le monde de la PME. Sans plus attendre, je vous laisse à cette première partie d'entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Alexandre Lamoureux. Salut Alex, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Amélie. Super, donc merci beaucoup encore une fois Alex d'être avec moi aujourd'hui pour rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous revenir sur ton parcours sportif, particulièrement dans le monde du hockey? My God, de tout jeune, comme beaucoup des Québécois, le hockey dans la famille, tout ça. J'ai joué au hockey dans la rue très jeune, là, 3-4 ans, j'étais le gardien de but. Moi, on m'équipait, puis j'étais le gardien de but. Donc, des balles oranges, j'en ai reçu plusieurs. Commencé à jouer au hockey, joueur en premier, mais encore là, il y a eu une opportunité de devenir gardien de but. Donc, j'étais un gardien de but dans le hockey. Jusqu'à midget, dans le fond, là, une belle expérience. Je peux aller à professionnel. Je sais que c'est un peu là tes personnes que tu passes en entrevue, un parcours professionnel ou un parcours sportif. Dans mon cas, je me suis rendu jusqu'à midget, camp d'entraînement midget 3A. Donc ça, c'était assez compétitif. Et en parallèle, je démarrais des études postsecondaires, mon cégep, puis c'était beaucoup de temps, 5 fois semaine aller pour ce camp d'entraînement-là de midget 3. Il y avait 8 gardiens de but, tombé à 3 gardiens de but. Donc, j'étais dans la sélection, dans la shortlist, comme on dit. Puis c'est moi-même qui a décidé de faire un choix plus rationnel, d'aller vers ma deuxième passion, si on veut, là, les affaires, aller étudier pour partir, dans le fond, un start-up. Moi, c'était clair que j'allais démarrer des entreprises, j'ai un entrepreneur dans le sang. Donc, en termes sportifs, j'ai fait aussi du baseball, tout le temps dans des positions clés, donc gardien de but ou lanceur au baseball. Et encore aujourd'hui, dans les entreprises, tout ça que j'ai démarré ou dans lesquelles je participe encore aujourd'hui, position clé, position de leader, là, je suis CRO, donc chez LeadFox. Avant ça, j'ai été plusieurs années dans une entreprise qui s'appelle Acquisio, qu'on a développé presque from scratch, si on veut. J'ai joint des cofondateurs, puis on a amené ça à une belle business de presque 200 employés qu'on a vendu à une firme américaine, web.com. Donc, tout un parcours qui a commencé effectivement dans le sport et ensuite les études, l'entrepreneuriat, start-up. Je dois avoir 5 start-up à mes actifs. Donc, partir quelque chose from scratch, de la développer. Toujours dans les technologies et, si on veut, le MarTech, les technologies du marketing, MarTech, et les technologies de la publicité, le AdTech. Donc, ça a été pas mal pour 25 dernières années, là, le type d'entreprise dans lesquelles j'ai été.
Ah, et mais que je c'est suis encore. super. Ouais. Oui. Ah, mais je trouve ça super aussi quand tu parles c'est ça, des positions clés dans le sport que tu as amené ça également en business. Puis, comme tu l'as mentionné, on en avait discuté aussi un peu off record, comme on dit. Donc, c'est ça, tu as lancé plusieurs entreprises. Donc, ça, je sais qu'on pourrait juste faire une entrevue complète uniquement sur, sur cet aspect-là. Mais est-ce que tu pourrais tu sais, nous revenir un peu justement sur ces premières expériences-là? Puis, qu'est-ce que tu as appris? Parce que bien évidemment, il y a beaucoup d'expériences, beaucoup de bons coups, beaucoup de moins bons coups aussi. Donc, c'est quoi qui a été en fait, c'est peut-être ben, ton meilleur coup, ce que tu as le plus appris de tout ça, puis peut-être une erreur que tu veux dire aux autres de ne pas faire. Oui, effectivement, il y a plusieurs expressions qui disent, tu sais, plus que tu frappes le fond, plus que tu peux rebondir. Puis dans mon cas, tu sais, toutes ces expériences-là ont passé par deux faillites, donc une personnelle, donc tu sais, laisser aller les REER et tout, là, d'une faillite personnelle, et une autre fois où ce que c'était une faillite d'une entreprise. Donc, je dirais ce qui mon plus grand apprentissage dans ces Mhm. expériences-là, puis là, je recule, là, il y a 15 ans, tu sais, de l'âge de 20 à 30 ans, disons, ces startups-là, ça a été les trois premiers avec des partners, donc de Mm. s'associer. Au début, tu t'associes parce que tu joins tes forces à quelqu'un d'autre, tu sais. T'as pas l'argent pour embaucher quelqu'un d'autre, tu pars comme ça, puis tu sais, quand t'es jeune, let's go, on se lance un peu quasiment en parachute, même pas, tu sautes de l'avion, pas de parachute, puis fait que, expérience de partnership, d'associer tout ça, tu sais, on était deux, on est passé à cinq, revenu à trois, puis ça a mal fini, disons, dans Mm. les premières expériences. Puis après ça, ça a été la faillite personnelle. La faillite d'entreprise, ça a été une belle expérience malgré tout. On a monté une belle business, développé des produits dans Salesforce, le App Exchange de Salesforce. Là, beaucoup de gens connaissent bien Salesforce aujourd'hui, mais en recul, il y a plusieurs années, c'était moins connu. On était sur une belle vague. On a passé tout près de vendre notre entreprise à Salesforce. On avait un term sheet, là. Et ça, je recule à 2007. Il y a eu, dans le fond, un crash des marchés boursiers. Le Ouais. stock de Salesforce a planté là, en quelques jours, puis la démarche avec Salesforce a arrêté là. Donc, comme on dit, on a manqué de gaz, puis on a pris une Mm. décision de fermer cette entreprise-là. Puis, je suis parti vers d'autres choses après. Tu sais, oui, c'est de l'argent, c'est du temps, mais je te dirais ce que j'ai acquis dans ces expériences-là, ça fait partie d'aujourd'hui ce que j'utilise dans le quotidien pour bâtir, encore une fois, là, je suis dans un autre startup, LeadFox, puis tout ce bagage-là, tu veux pas reproduire les mêmes Ouais. erreurs, donc c'est pas perdu tout ça. C'est sûr que au passage, tu y laisses des plumes, puis de l'argent, puis tout ça, mais ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui, puis j'en suis fier quand même là, d'avoir acquis toutes ces expériences-là au fil des années. Là. Ah, je trouve ça super intéressant. Puis, comme tu le mentionnais, puis je sais que c'est revenu souvent sur mon podcast, mais un peu c'est ça comme dans une équipe, c'est l'importance d'être bien entouré. Puis c'est ça, des fois ça va bien, des fois ça va un peu moins bien. C'est ça que ça doit être quelque chose qui est quand même important pour toi, là. Je sais qu'avant de rejoindre Lil Fox, que ça fait environ quelques mois que tu fais partie de cette équipe. Avant, c'est ça, tu as été pendant une douzaine d'années avec une autre entreprise. Donc, clairement que ça a dû changer un peu, c'est ça, ta façon de voir les choses, l'importance d'être aussi bien entouré. Effectivement. Puis, tu sais, les embauches aussi, là, c'est clé, là. Il y a une expression qui dit hire slow, fire fast. Là. J'aime moins le fire fast. Ça fait partie des décisions de laisser aller des gens, mais d'embaucher les bonnes personnes et de les faire croître aussi. Tu sais, Mm. une des choses que je suis le plus fier chez Acquisio, du départ, on a engagé plusieurs finissants universitaires, que ce soit en technologie, en marketing, en gestion du service client, support technique. Plusieurs des personnes que j'ai embauchées ont resté 10 ans, tu sais, là, des amener à cette espèce de fidélité, engagement envers une entreprise, envers un groupe. Les gens ont embarqué dans l'aventure, une belle culture. Fait qu'aujourd'hui, ce que je parle probablement le plus au niveau d'importance de bâtir une entreprise, c'est la culture. Tu sais, la nouvelle réalité,
les gens travaillent de la maison, travaillent famille. C'est très compétitif le marché pour aller embaucher. Donc, une des clés, c'est vraiment la culture, comment tu traites les gens, comment on bâtit une culture d'entreprise, les faire sentir, de prendre des vacances. C'est pas, faut pas que ce soit mal vu, là, tu sais, il y a des entreprises, tu prends des vacances, t'es regardé quasiment à croche, là, tu sais. Bref, la culture d'entreprise, c'est clé. Puis, l'exécution, je finirais cette portion, ce segment-là en disant, une autre expression qui dit execution eats strategy for breakfast. Autrement dit, il peut y avoir des stratégies incroyables d'entreprise, mais l'exécution, là, si je traduis, là, tu sais, l'exécution mange la stratégie. Mais aujourd'hui, c'est culture, la culture, tu sais, mange l'exécution, mange la stratégie. Fait qu'il y a les 3 layers de la culture d'entreprise à l'exécution. Puis, naturellement, ça prend des bonnes stratégies et des bons outils, des bonnes technologies. Fait que c'est un people, je dis souvent, people, process, technology. OK? Donc, du bon monde, des bons process, puis des bons outils aujourd'hui pour compétitionner, là, surtout si on parle dans le monde de la PME. Hein? Les petites entreprises vont se battre contre des géants ou contre des compétiteurs qui sont financés à 10 fois les financements qu'on peut avoir, soit ici au Québec ou, ça, je l'ai vécu aussi, là, à Akizio, 3 compétiteurs pour les 5 premières années. Là, on était vraiment 3 joueurs. Les 2 autres ont eu 100, 125, 150 millions de financement. Nous, on a levé 30, 35 millions. Là. Donc, grosse différence, là, ça rattrape au fil des années, ça, quand en technologie, les autres investissent beaucoup plus vite dans leur feature set. Alors que nous, ben, ça a stagné, disons, si on veut. On a dû être créatifs, faire différents trucs. On s'en est sorti, encore une fois, pas parfait, mais il y a eu, d'une certaine façon, là, l'entreprise n'est pas morte. On est passé là, sous les mains d'un géant. C'est pas non plus le exit qu'on aurait souhaité, si on veut, là, mais on en reparlera, si tu veux, de cette fin-là d'Acquisio. Pour moi, la fin chez Acquisio, c'était tous les gens donc je parlais de 200 environ là, personnes qui ont joint l'équipe. Je regarde aller, j'y suis aujourd'hui encore, on se parle encore, qui ont toutes des carrières, qui s'est rendu des directeurs, des vice-présidents dans des entreprises. Quand même, en technologie, en haute technologie, c'est un rythme infernal. On peut parler un peu là, du sport, là. Je sais que c'est le sujet, mais il faut être... j'avais suivi un coaching un moment donné qui disait, ma coach, là, c'est à travers BNI, que je devais me nourrir comme un athlète, comme entrepreneur, là, que je devais, dans le fond, m'entraîner, nourrir comme un athlète, tellement que c'est d'une certaine façon exigeant. Et c'est vrai que ça prend cette balance-là. Pas toujours appliqué, mais ça le prend, c'est vrai. Ah oui, puis c'est tellement, tu mentionnais, c'est ultra important, puis c'est pour ça qu'il y en a autant qui font le parallèle justement entre le monde du sport et le monde entrepreneurial quand tu dis que ça va, c'est sûr que ça va très vite, encore plus dans ton domaine, mais c'est ça l'importance de prendre soin de soi, si on veut prendre aussi soin de son équipe, être capable justement de bâtir cette culture d'entreprise, et quand tu le mentionnais tantôt que des fois justement on est tellement passionné que ça peut être difficile de prendre des vacances, mais ça fait du bien aussi, puis je veux dire, ça fait partie du processus, là. C'est comme, c'est bien de s'entraîner, mais si tu t'entraînes 7 jours sur 7, 52 semaines par année, ton corps va finir par le sentir aussi. Donc, le surentraînement, ça existe également. Donc, effectivement, je trouve ça très intéressant. Puis, j'ai bien aimé aussi, quand tu parles beaucoup du monde de la tech, parce que on entend de plus en plus parler, mais c'est vrai que c'est quand même aussi un univers un peu à part, parce que ça change tellement rapidement. Tu parlais justement... oui, on parlait en tout cas, off-record, encore une fois, on avait discuté un peu, c'est ça, des réseaux sociaux, de la création de contenu. Puis on le sait à quel point que ça change très rapidement. Tu l'avais mentionné avec Salesforce avant la crise en 2007. Donc, comment, là, on va faire justement un peu le lien aussi avec LeadFox, c'est comment vous faites pour vous maintenir à jour dans un milieu qui change, je vais dire, constamment, pratiquement à chaque jour? Dans le fond, peut-être un petit retour en arrière aussi, c'est que moi, j'ai été habitué à travailler dans le monde des Google, des Facebook, tout ce qui est arrivé là, avec les années, là, LinkedIn, Twitter, ça va tellement vite.
que c'est un rythme infernal. Mais il faut rester à l'affût. Il faut encourager pas juste soi-même, mais les gens de l'équipe soit sous forme de programme de formation, de la formation continue, de toujours avoir une espèce de pourcentage du temps appliqué à exécuter le plan d'affaires, exécuter ce qu'on a à faire dans la semaine, mais une espèce de règle 70%, 20%, 10%. 70% sur le core de la business, un 20% un peu d'innovation en lien avec ce qu'on fait, naturellement, puis un petit 10% là, non relié, un peu de latitude, un peu de buffer pour aller chercher des idées que si tu fais juste suivre ton plan, tu vas exécuter ton plan, mais tu vas manquer d'innovation ou justement un petit truc qui va faire toute la différence. Tu sais? Fait que il faut être capable de balancer, d'équilibrer tout ça. C'est pas facile. Honnêtement, on s'est rendu compte après plusieurs années avec Acquisio, par exemple, que ça faisait tout le temps partie de notre plan d'essayer d'investir en innovation, puis mais tu te rends compte que tu es aspiré par le quotidien, les priorités, tout ça. J'essaie de répondre à ta question sur comment arriver finalement à équilibrer tout ça, à innover, puis compétitionner dans un monde hyper compétitif. Dans le fond, il faut expérimenter. Ça, c'est l'autre truc important, là. Il faut expérimenter, trouver des bons outils qui vont donner le bon ROI, là. Je peux parler de LeadFox puis de l'exemple avec HubSpot. Beaucoup des gens là qui vont écouter peut-être ce podcast-là connaissent HubSpot comme outil pour aider là, à gérer son marketing ou son CRM, tout ça. Puis, c'est une super plateforme, mais les coûts d'un HubSpot vont plus vite pratiquement que le succès qui grandit d'une PME. Là, tu te rends compte que finalement, tu es parti à 100$ par mois, que tu es rendu à 2000 par mois, puis ça tient plus. Au fil des années, moi, chez Acquisio, on utilisait Salesforce. Au début, c'était raisonnable. À la fin, c'était rendu 150 000 par année de licence Salesforce. Fait il faut que tu arrêtes le bleeding, comme on dit, là, ça saigne. Là. C'est merveilleux, les outils, mais à un moment donné, il faut trouver l'outil qui, à chaque période, chaque cycle de développement de l'entreprise, va être le bon. Puis, derrière LeadFox, c'est pas une info publicité, là, je ne vais pas faire la publicité de LeadFox, je veux juste dire, LeadFox, c'est un produit pour PME, pour la petite et moyenne, la petite entreprise, versus un HubSpot qui va être pour la plus grande entreprise. Donc, un coût abordable, une plateforme intuitive pour le marketing automatisé. Donc, choisir le bon outil qui, au niveau de la structure de coût, va pas aller plus vite que le rendement, le succès de l'entreprise. Fait que ça, c'est clé également. Oh, je trouve ça super intéressant. Donc, encore une fois, le lien avec, avec le sport et l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça l'importance d'avoir des bons outils. Puis là, justement, vu qu'on embarque un peu plus dans LeadFox, donc tu le mentionnais au début que tu étais le CRO, donc qui est en anglais le Chief Revenue Officer. Donc, ça fait quelques mois que tu occupes ce poste. Comment, justement, toi, personnellement, ça va à ce niveau, parce que tu parlais justement que tu as toujours eu des rôles clés, que ce soit dans le sport ou au niveau des entreprises. Donc, comment ça se déroule pour toi? Donc, de ce que je comprends, l'objectif, c'est vraiment de développer, c'est ça, et optimiser les revenus de l'entreprise. Exactement. Donc, chef des revenus veut dire le marketing, les ventes. Dans certaines entreprises, chef des revenus a l'équipe succès client aussi. Il y a des revenus à aller chercher à partir des clients. Sans avoir cette division-là, une petite organisation, je me rapproche de plus en plus des plus gros clients, d'embarquer sur les appels, d'écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire, développer la relation. Je dirais qu'un de mes grands défis du début, j'ai fait un plan 100 jours avec tous les éléments observés puis que je voulais rapidement bouger, que ce soit notre profil Glassdoor qui avait pas une bonne note, qui avait pas eu des bons reviews parce que au niveau review en ligne, souvent c'est une ou deux personnes mécontentes vont aller poster quelque chose de négatif, puis les gens contents n'ont pas l'habitude d'aller, je vais me lever un matin, je vais aller mettre un bon review sur mon entreprise, tu sais. Fait que
corrigé notre note. On est passé de 3,4 à 4,4 là, sur notre note Glassdoor. C'est un exemple, mais tout ce qui est externe est super important. Je dirais LeadFox a, par les dernières années, investi beaucoup en publicité pay-per-click et la majorité des ventes sont venues du pay-per-click. Et un de mes objectifs là, dans le virage avec LeadFox, c'est de réduire notre dépendance au pay-per-click, à nos investissements. Ça coûte cher à aller chercher des nouveaux clients et de vraiment faire le shift vers plus du inbound, du contenu pertinent qui est présenté, personnalisé aux bonnes personnes au bon moment. Donc, c'est tout un défi. Mais aujourd'hui, il y a des façons de faire, nouvelles façons de faire, puis qui évoluent. Les plateformes aussi évoluent. Fait qu'on est dans ce virage-là. On a mis, disons, dans notre dernier trimestre de l'an dernier, un 4% de nos budgets en non-PPC. Puis là, ben, on est à 16%. Fait que, tu sais, on peut pas tout arrêter, tout virer du jour au lendemain. Fait qu'il faut que ce soit un virage de bateau, si on veut. Par contre, quand tu es une PME, une petite entreprise, le bateau, il peut virer. Là. Faut que ça vire, tu sais, là, faut qu'on tourne ça. Mais ça amène, même si tu es 15-20 personnes, ça amène un changement, change management, là, les gens qui ont leurs habitudes, il faut changer tout ça. Fait qu'il faut bien communiquer. Et on va faire ça, puis voici pourquoi. Je terminerai en disant que j'ai amené l'agilité chez LeadFox, une expérience que j'ai acquise avant. Chez Acquisio, on était waterfall, je vais essayer de traduire pour les gens, mais de partir d'une planification trimestrielle avec des projets de 3 mois pour livrer les nouvelles fonctionnalités. Waterfall, c'est une méthodologie, dans le fond, de travail. Beaucoup de gens maintenant entendent parler ou savent c'est quoi de l'agilité ou des sprints ou du Kanban. Je m'excuse, c'est tous des termes pour ceux qui sont familiers. Bref, de ramener ça à des cycles plus courts, de la planification en sprint. Donc, moi, j'aime bien la formule 2 semaines. OK? À toutes les 2 semaines, ça peut prendre 5 heures de finir un sprint, OK? Donc, de faire une démo de qu'est-ce qui a été fait, de planifier le prochain sprint avec les gens concernés, puis de lancer, dans le fond, un sprint de 2 semaines. C'est très exigeant, c'est un beat assez soutenu, mais chaque jour, il y a un petit scrum de 15 minutes. Qu'est-ce qui a été fait hier? Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Y a-t-il des bloquants? On débloque, et à ce moment-là, on crée de la valeur pour l'entreprise à tous les niveaux. Ça se fait pas juste en développement logiciel, ça se fait en vente et marketing, ça se fait en gestion d'entreprise. Tous les départements peuvent se mettre sur cette structure-là de l'agilité en sprint. Et on vient de mettre en place ce qu'on appelle nos sprints corporatifs. C'est que toute l'organisation se met aux 2 semaines. Toutes les équipes, OK? Donc, même si chaque équipe s'organise leur sprint de 2 semaines. Tout le monde a les mêmes 2 semaines. Fait que quand on arrive à la fin d'un sprint, on peut se partager dans l'entreprise qu'est-ce qui vient d'être réalisé, sur quoi on s'enligne. Ça amène aussi là, un engagement avec un rythme, un drum beat. C'est comme on se met sur une cadence de livrer de la valeur, ultimement. C'est ce qu'on cherche là, dans toutes les équipes, de créer plus de valeur pour le client. Et pour, si on peut dire, là, les actionnaires, tu sais. Ah, mais c'est super intéressant. Puis, c'est ça quand même est-ce que je trouve ça intéressant parce que c'est rare qu'on ait abordé ce sujet-là sur Athlète Entrepreneur. Est-ce que justement amener, par exemple, tu parlais de tes fameux sprints, parce que oui, en création de contenu aussi, on a vu ça. Donc, au départ, on parlait beaucoup de planification même annuelle, après ça, trimestrielle. Là, c'est sûr que justement, la pandémie a fait changer un peu les choses parce que là, tout peut changer tellement rapidement. Puis là, toi qui parles même de sprints de 2 semaines, est-ce que ça a été difficile d'implémenter ça ou de parler des bienfaits, justement, d'y aller vraiment en sprint? Puis, est-ce que c'est des sprints constants tout au long de l'année? Est-ce que c'est, selon certaines équipes, va avoir des sprints à certains moments de l'année? Comment tu as mis tout ça, en fait, en place? C'est en continu qu'on le met en place parce que j'arrive dans une organisation qui était habituée de faire des projets, faire de la planification, justement, plus waterfall. Donc, faire cette transition-là, j'étais en gestion de changement là, avec le CEO, là, tu sais, puis là,
il est super intéressé, naturellement. Ça va amener un changement positif. Par contre, il y a le CEO, puis il y a d'autres leaders dans l'entreprise qui, de la façon que je l'apporte actuellement, c'est qu'on donne une certaine latitude à chaque équipe, tant aussi longtemps qu'on revient aux 2 semaines faire, dans le fond, la rétro, la démo de ce qui a été fait, planning de 2 semaines. Même si, disons, l'équipe IT décide, eux, d'être à la semaine, ce qu'on appelle plus Kanban, c'est à leur discrétion. Chaque équipe agile, dans une structure agile, peuvent être autogérées, prendre leurs décisions sur quel outil ils utilisent pour ultimement avoir le plus de vélocité possible. C'est ce qu'on appelle la vélocité, c'est la vitesse à laquelle on livre des points de valeur. Bref, c'est en transition actuellement chez LeadFox. Chez Acquisio, on l'a fait, on était 150 quand on a fait le virage. On est allé chercher des coachs externes, puis sur quelques semaines, on a créé les équipes. On avait 8 équipes de développement, chacun 6-7 personnes, créer les rôles, faire de la formation, puis passer de waterfall à agile. On l'a fait, le virage s'est orchestré. Puis finalement, on s'est mis à livrer du code en production sur une base continue, plutôt qu'une fois par 3 mois, qui devenait un cauchemar. Les gens restaient au bureau toute la nuit. On livrait jusqu'aux petites heures du matin pour faire, amener à terme tout ce code-là, si on veut, en production. Et là, il y avait des bugs. Alors que maintenant, il y a du code à chaque jour qui monte en prod. C'est moins gros impact. Par contre, c'est plus ciblé. S'il y a un problème, on le voit plus vite. Donc, tout ça, c'est pour aller plus vite, développer la business plus vite, que les clients voient que l'entreprise est dynamique, qu'on stagne pas, qu'il n'y a rien qui se passe dans la compagnie, alors que la compétition, eux, ils sont en mode agile, puis qu'ils livrent du code, qu'ils changent des trucs dans leur plateforme, qu'ils ajoutent des fonctionnalités sur une base plus régulière. Ben là, tu te retrouves rapidement en arrière, puis il n'y a pas de garantie. Hein? Je peux te parler des faillites que j'ai faites, là. Ça peut aller bien aujourd'hui, mais tu n'as pas de garantie que ça va perdurer. Beaucoup de business, des PME, c'est quoi? C'est 5 ans. La restauration, c'est 5 ans. La durée moyenne, tu sais. Fait que si tu veux monter quelque chose qui va perdurer, traverser les années, tu dois t'assurer de rester compétitif, c'est certain, puis toujours te renouveler. D'écouter le client, là, je lis beaucoup sur le Customer-led Growth actuellement, donc la croissance drivée par tes clients. C'est eux qui payent la facture, c'est eux qui devraient te dire sur quoi tu travailles. Oui, tu as des visionnaires, tu as des chefs produits, tu as des gens qui veulent accomplir leur plan d'affaires, mais il faut t'assurer que tu laisses beaucoup de place, le maximum de place, 90% de la place du roadmap, c'est les clients qui doivent le driver. Puis, comme leader impliqué, je vais peut-être me caricaturiser comme ça, impliqué, hands-on, plutôt que d'avoir des intermédiaires qui vont me traduire ce que le gros client demande, j'ai pris la décision, là, ce trimestre-ci, on fait des QBR, donc des Quarterly Business Review avec nos plus gros clients. Donc, de s'assurer qu'il y a un appel d'échange d'affaires, qu'est-ce qui se passe de votre côté, qu'est-ce qui se passe de notre côté, pour qu'on tisse des liens. Puis, je demande tout le temps la question à la fin de l'appel, OK, je suis le Père Noël, je te permets de me faire une liste de 3 choses que tu aimerais avoir, ta wish list. Le client nous parle de fonctionnalités qui nous manquent. Parfait, c'est enregistré, passé à l'équipe produit, regardez ce que nos gros clients nous demandent. Il faut le considérer puis le faire le plus vite possible. Merci beaucoup encore une fois à Alexandre Lamoureux pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 170e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je voulais vous mentionner que Alexandre vous offre un 25% de rabais sur une campagne clé en main de stratégie copywriting et design avec LeadFox en utilisant le code promo Amélie Turnkey, donc Amélie A majuscule M-E-L-I-E et Turnkey Turnkey.
Y en lettres majuscules, donc Amélie Turnkey. Pour l'utiliser, simplement vous rendre au aniedelabel.com/leadfox, LEADFOX. Le code promo sera bien sûr disponible dans les notes d'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine émission pour la suite de cette entrevue. Ne manquez pas ça!